Donc, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sylvain et ce soir, je serai avec Robin pour vous parler de chauffage bois, puisque c'est un sujet particulièrement d'actualité, à la fois parce qu'on est rentré en saison de chauffe, mais aussi parce que les énergies augmentent pour la plupart. Donc, ces webinaires, ça fait depuis le premier confinement, depuis le confinement Covid, qu'on les a mis en place avec nos collègues de la LTE, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. On est des structures qui ont les mêmes vocations, sachant que l'ALEC Lyon officie sur le territoire de la métropole de Lyon, 59 communes et 1 400 000 habitants, et les collègues de la LTE interviennent sur le reste du département. Donc, on a déjà fait une quinzaine ou une vingtaine de webinaires sur différents sujets. On avait déjà abordé il y a 2 ans le chauffage bois, mais l'actualité nous a amené à reprendre ce sujet et à l'aborder différemment. Donc, nos structures, elles sont financées en particulier par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon, le département, un certain nombre de territoires de collectivités locales. Et on vous expliquera un petit peu en détail, donc on est aussi France Rénov'. On anime un service gratuit de conseil en rénovation énergétique. Donc, les consignes pour ce soir. On a coupé vos micros et vos caméras pour plus de fluidité. Par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Donc, vous avez un onglet converser ou discussion en bas de Zoom. Le webinaire, comme je vous le disais, il est enregistré. Il sera disponible en replay d'ici à peu près une semaine, à la fois sur la chaîne YouTube de l'ALEC Lyon et à la fois sur la chaîne YouTube des collègues de la LTE. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on va vous donner ce soir. On va essayer de tenir sur un format d'1 heure. On sait que ça va être difficile. Le maximum, c'est plutôt 1h15, on va dire, s'il y a beaucoup de questions. Il y a des chances qu'on verra en fonction du nombre de participants qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on essaiera de faire le maximum. Le programme de ce soir, donc, on va vous présenter le service France Rénov', que les gens connaissaient à un moment sous le nom d'Espace Info Énergie. On va parler du bois énergie et du contexte actuel. Et puis, on abordera les différents points qui concourent à une bonne installation de chauffage au bois, puisque pour avoir une installation, on va dire, efficace et écologique, il faut cocher un certain nombre de choses. Et donc, on vous expliquera tout ça ce soir. Sur la présentation du service. Donc, vous avez ici le département du Rhône. Vous avez 2 associations qui gèrent le conseil aux particuliers sur ce territoire, donc du conseil gratuit, indépendant aux fournisseurs d'énergie et de matériaux. L'ALEC est située et reçoit les particuliers sur rendez-vous donc à Charpennes. Les collègues de la LTE sont situés géographiquement sur Lyon aussi, mais par contre ont des permanences délocalisées sur différentes communes, différentes collectivités locales du Rhône. On est membre donc, du réseau national France Rénov'. Donc, comme vous allez le voir sur la prochaine diapositive, c'est un réseau qui en fait a évolué depuis pas mal d'années. Ici, on vous a mis les principales appellations du réseau. Donc, ceux qui, comme moi, sont là depuis un certain temps ont connu les espaces info énergie. Je ne sais pas si tu étais né, Robin. Donc ça, c'était en l'an 2000. L'ADEME a lancé ça en 2000-2001. On a eu le réseau FER donc en 2015. Et aujourd'hui, donc ce même type de conseil fait partie du réseau France Rénov'. Donc, vous avez des centaines de structures aujourd'hui qui animent ce service en France et en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Donc, sur nos 2 structures, pour parler du département du Rhône, on a plus de 30 conseillers énergie-climat. Le service, comme je vous le disais, il est gratuit, il est indépendant, il n'a aucun intérêt commercial, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre tel ou tel matériel, on n'a rien à vendre, on fait juste du conseil pour les particuliers, pour vous aider à à aller vers la performance énergétique maximale dans vos logements, vers de la sobriété énergétique, vers des énergies renouvelables. Cette expertise et cet accompagnement, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être un accompagnement technique,
donc sur le volet économie d'énergie, énergie renouvelable, isolation, etc., etc. Sur le volet financier, et notamment sur les aides financières, puisque depuis la création des espaces info-énergie, il y a eu un certain nombre de dispositifs pour aider les particuliers à faire des travaux. Ces dispositifs peuvent être nationaux, peuvent être locaux, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, l'impact environnemental, donc évaluer l'impact des solutions choisies. Donc là, je ne vais pas vous détailler tous les financeurs. On en a moins au niveau de la métropole de Lyon, mais comme les collègues de la LTE reposent sur plusieurs Comcom, et forcément, il y a donc un certain nombre de logos qui financent donc le service. En termes de chiffres clés sur l'année dernière, donc on a reçu à peu près 21 700 contacts qui peuvent arriver par téléphone, par mail. On a assuré 4 800 rendez-vous donc en présentiel. Donc là, on demande aux gens de venir dans la mesure du possible avec des plans de chez eux, des photos, des factures d'énergie, et on va essayer de faire quelque chose du conseil sur mesure, et puis un accompagnement renforcé, à peu près 1000 projets, donc sur du conseil renforcé. Il faut savoir que notre service concerne à la fois les maisons individuelles, mais aussi les copropriétés, puisque notamment sur le territoire de la métropole de Lyon, vous avez beaucoup de gens qui habitent dans des immeubles. Donc, ce n'est pas exactement le même fonctionnement, c'est plus simple effectivement d'agir quand on est propriétaire de sa maison individuelle, mais on a aussi des collègues qui sont spécialisés dans l'accompagnement des copropriétés que vous pouvez consulter si jamais vous habitez dans ce type de bâtiment. Et donc, je prends le relais. Merci Sylvain. On va d'abord faire un petit rappel quand même sur la rénovation performante. Vous en entendez peut-être beaucoup parler, mais c'est quand même la meilleure approche si on a la possibilité pour réussir la transition énergétique sur la partie bâtiment de France. Donc, l'idée en fait de la rénovation performante, c'est d'avoir une approche globale, d'envisager la rénovation en une fois si possible, ou du moins dans le moins d'étapes possible, en traitant évidemment la bonne isolation des murs, des toits, du sol, la pose de fenêtres performantes, un bon système de chauffage et une bonne ventilation. Si on fait ces travaux en plusieurs étapes, le résultat, c'est qu'à la fin, on ne va pas pouvoir traiter certains points d'attention et on ne va pas avoir une maison qui est qui est au maximum de son potentiel, en fait. Alors que si on a la possibilité de faire en peu d'étapes ou en une étape, on va pouvoir traiter les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, la gestion de l'humidité dans le bâti ancien et avoir des systèmes de chauffage bien dimensionnés au niveau optimal de la maison. Et c'est là qu'on a une maison relativement performante. Donc, c'est vraiment la première approche qui nous rend, du coup, à la fin, le moins dépendant possible de l'augmentation du prix de l'énergie, que ce soit du bois, du gaz, du fioul ou de l'électricité. Évidemment, à la fin, on a une maison qui est plus confortable, moins de courant d'air, un chauffage plus performant, des factures qui baissent, ça va ensemble. Et ne l'oublions pas, un logement qui prend de la valeur, un logement qui est rénové, se vend relativement plus cher qu'un logement qui l'est un petit peu moins. Et on commence à le voir de plus en plus là, sur les biens mis en vente dans la région. On va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet, le bois énergie, dans son contexte sur différents aspects, en commençant par l'environnement. Donc, on considère que le bois est une énergie renouvelable. Alors, pourquoi? Parce que la forêt est encore en croissance par rapport à ce qu'on prélève. On est à peu près autour de 1 à 2 % de croissance de forêt, donc elle grandit plus vite que ce qu'on prélève. Donc, on est sur quelque chose qui est renouvelable. On dit que c'est un bilan carbone neutre ou quasi neutre, puisque tout ce que va émettre comme CO2 le bois quand on le brûle, c'est la même quantité qu'il a absorbé lorsqu'il pousse. Donc, si derrière, on a toujours cette bonne gestion des forêts, qu'on replante des arbres derrière, on a un bilan carbone qui est quasiment neutre. Un bilan énergétique positif, pourquoi? Puisque quand on a besoin de très peu d'énergie finalement pour couper le bois, pour l'amener chez nous, par rapport à ce qu'il peut restituer en termes de chaleur. Donc, on a un bilan qui est très avantageux. On peut le traduire autrement. Là, on a une petite courbe de l'évolution en termes de surface des forêts en France. Et on voit qu'en 200 ans, on a quasiment doublé en volume. Donc, pour l'instant, on est plutôt bon sur ce point-là. Pour ce qui est du bois énergie dans son utilisation, il faut savoir que le bois énergie, notamment sur le granulé,
ne rentre pas en fait en concurrence avec les autres filières. Le granulé, en fait, il est issu du bois qu'on ne pourrait pas valoriser autrement. Ça va être la sciure après les coupes, ça va être les petits bois, les chutes de bois, les bois les plus fins, qu'on ne peut pas valoriser en bois de construction, en menuiserie, en meubles, et on va pouvoir les transformer en granulés. Donc il n'y a pas, voire peu de compétition sur les autres filières, et on ne coupe pas des arbres uniquement pour faire du granulé. Concernant les enjeux, quelques chiffres avant tout. 25%, 25% c'est le nombre de personnes, de foyers plutôt, qui sont équipés d'un appareil au bois. Et sur ces 25%, il y en a à peu près la moitié qui ont un appareil à bois qui date d'avant les années 2002. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est les appareils au bois qui sont les plus anciens. Si je vous le mets sous forme de graphique, diagramme à droite, on estime qu'une cheminée ouverte ou qu'un foyer qui date d'avant 2002 ont des rendements plutôt moyens, voire quasiment nuls. Et la conséquence, c'est qu'on va émettre beaucoup de particules fines. Donc, quand on dit que le chauffage au bois pollue, c'est vrai en partie, puisque si on arrive à avoir des équipements qui sont performants, récents, bien entretenus, vous voyez entre une cheminée ouverte et un appareil labellisé récent, on a quasiment un facteur 30 sur les émissions de particules fines. Donc vraiment, la priorité, c'est d'essayer de se débarrasser des vieux appareils pour en mettre des plus performants. Et c'est seulement dans cette condition-là que le bois devient intéressant. Pour ce qui est du prix de l'énergie, et là, c'est un peu le sujet d'actualité, on retrouve ici la courbe du prix de l'énergie sur les 20 dernières années à peu près. Et on voit que chaque énergie, quelle qu'elle soit, elle monte, elle descend dans le temps en fonction du contexte géopolitique, etc. Hop, je vous ai ressorti les chiffres parce que c'était peut-être pas très lisible sur le graphique. L'électricité aujourd'hui, la situation à juin 2022, c'est qu'on est à peu près à 19 centimes le kilowattheure. Le fuel, on est à peu près à 17, le granulé en palette 9, en vrac à 8 à peu près centimes du kilowattheure, et le gaz quasiment à 8, et la bûche encore moins. Donc en effet, le granulé a dépassé le prix du gaz, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en effet, c'est une énergie qui a bien évolué ces quelques mois. J'ai aussi ressorti les chiffres en fin d'année. J'ai essayé de prendre des chiffres les plus récents possibles, puisque en fait, c'est vraiment sur ces mois d'été, sur début d'automne que ça a beaucoup bougé. Et on voit que le granulé, voilà, en fait, on a eu un pic vraiment dans les premiers mois, et puis là, ça a un petit peu redescendu, mais ça continue à monter. Vous voyez, on est à peu près entre 10 à 12 centimes pour le granulé. Et j'ai aussi ressorti le prix du granulé en sac. Parce qu'on n'oublie pas, il y a pas mal de personnes qui achètent des granulés en sac de 15 kg dans des magasins d'écolage. Et c'est beaucoup sous cette forme-là que le granulé aussi a explosé en termes de prix. Alors, on est quasiment à 15 centimes le kilowattheure estimé aujourd'hui. Alors, comment on en est arrivé là? Parce que bon, ça a vraiment changé très vite. Mais en fait, c'est vraiment multifactoriel. Fin 2019, on a eu les premières annonces d'interdiction du fioul. Donc, les particuliers ont commencé à chercher une autre énergie. Certains se sont tournés vers le granulé. Fin 2020, début 2021, on a eu un hiver chaud. Donc, on avait un gros stock de granulés. Et on a eu une épidémie de scolytes sur les arbres. Donc, ça, c'est des insectes qui ont tué les arbres. Et du coup, on a dû couper des arbres pour l'exploiter. Et du coup, on coupe des arbres, on en fait du bois de construction, mais aussi on en fait du granulé. Donc on avait beaucoup de stock. Le prix a donc été plus bas et on avait une énergie très compétitive. En 2021, le prix du granulé a continué à monter aussi parce que le nombre d'appareils au granulé a continué à monter puisqu'on a eu plus de chaudières granulées, de poêles à granulés, notamment avec les nouvelles aides financières qui ont été mises en place. Et puis là, en début 2022, c'est là que tout bascule, on va dire en partie, puisqu'on a une guerre en Ukraine, donc on a une tension sur le gaz, une tension sur l'électricité également, puisque les deux se suivent en fait. Les usines de granulés ont besoin de ces énergies-là pour produire le granulé, donc le prix à la fabrication du granulé monte. Et on a un petit peu on va dire peut-être la goutte qui fait déborder le vase, c'est que certains ménages, par peur un petit peu de ne pas pouvoir se chauffer l'hiver, ont surstocké le granulé. Et de cette manière, on a eu vraiment un effet d'offre et demande qui ne fonctionnait plus.
on a eu une filière qui n'a pas pu répondre à la demande des clients. Donc, on n'avait plus de granulés en stock et le prix s'est vraiment envolé. On le voit un petit peu sur ce graphique. En bleu, c'est la production de granulés. En rouge, c'est la consommation dans les foyers, dans les différentes installations. Et en jaune, c'est la demande. C'est la demande des particuliers. Donc, on a vraiment un gros décalage qui a fait que la filière n'avait pas la quantité et n'ayant plus de stock, les prix, forcément, se sont envolés. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le prix du granulé ou de la bûche, d'ailleurs, n'est pas régulé par l'État. L'électricité et le gaz aujourd'hui, si on est sur un tarif réglementé, il est protégé par le bouclier énergie. Et ce n'est pas le cas pour le bois de granulé, donc le bois de bûche ou granulé. Donc dès qu'on a une fluctuation, on la voit directement sur sa facture, alors que le gaz et l'électricité est vraiment protégé par l'État. Voici un petit peu ce qui se passe si on n'avait pas ce bouclier tarifaire. En moyenne, l'électricité aurait pu monter en juin 2022 à quasiment 27 centimes le kilowattheure, le gaz naturel à 14 centimes. Donc là, tout de suite, ça prend des proportions encore différentes. Donc voilà un petit peu aussi le pourquoi du comment. Je vous raffiche les chiffres ici pour voir un petit peu. La tendance un petit peu fin d'année 2022, on commence à observer quand même une filière qui est réussie à reproduire du granulé, qui arrive un petit peu à s'adapter. Les stocks commencent à revenir, les livraisons commencent à revenir en partie. Et on a aussi des usines de granulés qui vont continuer à s'ouvrir prochainement, dans les prochains mois, dans l'année prochaine. Donc, il y a un phénomène d'inertie, mais la filière devrait, on l'espère, pouvoir s'adapter et commencer à relivrer du granulé. Donc, je vois dans le chat que ça a suscité beaucoup de questions et de réponses. On va essayer d'y répondre au maximum. Effectivement, plusieurs choses. Bon, il y avait quid de la pénurie récente des granulés, je pense que tu rentres là-dessus. Ouais, Sylvain, on ne t'entend pas, il faut que tu te rapproches de ton ordi. Là, tu m'entends pas là? Là, c'est bon, ouais. Parce que je suis au micro-casque. Donc, Ouais, sur la pénurie des granulés, je pense que tu y as répondu. Voilà, on est sur une période, on va dire, un peu compliquée. Ça devrait quand même se calmer dans les prochains mois. voilà. Il y a une remarque sur le prix de l'électricité verte qui est bien plus haut que 19 centimes. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Enfin, je ne l'ai pas précisé, mais les prix affichés, c'était bien des prix, je vous les remontre, sur du tarif réglementé. Voilà, Donc, alors juste une petite précision, puisque je viens d'ouvrir ma facture, qui est celle d'un fournisseur qui, dans les classements, est censé être l'un des plus verts. Je suis exactement au jour d'aujourd'hui à 20,56 centimes le kilowattheure en heure pleine et je suis à 16,12 en heure creuse. Donc, ce n'est pas si cher que ça, en fait. ouais. Donc, c'est vrai que ça peut varier d'un fournisseur à d'un autre, mais oui, en tout cas, quand on n'est pas, ce que je disais, soumis au tarif réglementé et donc au bouclier tarifaire, là, tout de suite, l'électricité a pu monter bien plus que ça ces derniers temps. Effectivement, puisque moi, j'ai des amis qui sont pas chez des fournisseurs verts et qui sont trouvés avec un kilowattheure à 30 centimes. C'est pas forcément le fait que ça soit vert qui fait qu'elle est plus chère. Qu'elle est moins chère. Alors, il y a une question sur les plaquettes. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre. J'ai pas les chiffres sur cette courbe, mais globalement, ça suit un petit peu la tendance. Ça va un peu ensemble. Ça a dû monter comme toutes les autres énergies, fatalement. Alors, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on ne l'a pas mis, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, les plaquettes sont assez peu adaptées au chauffage de l'habitat individuel, mais sont plutôt réservées à des installations de grande taille. Donc, à la limite, on va dire un fermier qui aura une prise de force sur le tracteur pourra faire fonctionner un broyeur et valoriser du bois qu'il aura sur ses terrains pour le transformer en plaquettes forestières. Mais dans l'habitat individuel, en fait, on n'est pas sur ce type d'installation. En fait, on va trouver de la plaquette sur des grosses, voire des très grosses installations, sur des réseaux de chaleur. Il y en a à Lyon et puis et sur les communes alentours. Mais voilà, c'est pour ça en fait que volontairement on occulte le côté plaquette pour l'habitat individuel. La partie bilan environnemental du granulé contre le bilan environnemental des bûches de bois.
Alors, sur la partie environnementale, ça va un petit peu dans le sens de ce que j'expliquais au début. Si derrière, on replante bien nos arbres, qu'on a une bonne gestion forestière, le bilan est assez proche. Là où ça va varier, c'est le granulé, il faut le fabriquer. Hein, on a du coup des usines qui dépensent un petit peu d'énergie pour le créer, ce granulé. Donc, on a un impact énergétique qui est différent. La bûche, on dépense très peu d'énergie pour l'avoir. Les granulés, on dépense un peu d'énergie, en plus d'énergie, mais en retour, elle en apporte plus aussi. Le pouvoir calorifique du granulé est un peu supérieur à celui d'une bûche. On va en parler des types de combustibles. Ouais. Et ce qu'on peut dire, en fait, ce qui joue aussi sur l'impact environnemental, c'est le rendement. Et donc, le rendement, il est lié à la sécheresse du bois qu'on va brûler. Donc, on va être beaucoup plus normé, on va dire, et régulier sur un combustible granulé qui, effectivement, aura nécessité un peu plus d'énergie à sa fabrication, mais qui permettra d'atteindre des rendements plus importants. Quand on regarde sur le descendrage, on voit que le descendrage du granulé, on est vraiment sur de la fine, contrairement à des systèmes de bûches, notamment des vieux systèmes bois-bûches. Donc voilà, en fait, il y a différentes choses. Puis après, il y a la provenance. Hein. Forcément, si le bois vient de pas très loin, le bilan environnemental sera bien meilleur que si on l'importe de Pologne, d'Ukraine, de Russie, etc., etc. Donc voilà, en fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, c'est une question effectivement intéressante qui revient régulièrement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie-là. On va de toute façon toujours y revenir un peu plus tard. Ouais, il y a une deuxième session plus tard, donc on pourra y répondre s'il y a des questions qui vous reviennent. Eh ben, on va enchaîner. Hein. Plaquettes égale Alors, bûche reconstituée. Non, les plaquettes, c'est des copeaux de bois. Bon, on va y venir. Hein. On va y venir. C'est des copeaux de la bois, en plaquette, gros. c'est du bois déchiqueté, en fait. C'est du bois Voilà. broyé. Donc, sur des grosses installations, on peut avoir des plaquettes de taille relativement importante. On peut avoir des trucs assez balèzes. Et puis, plus les installations vont être petites, plus on va être sur une plaquette, on va dire, de plus petite taille. Et plus il faudra être fin sur la régularité de l'approvisionnement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des queues d'échiquetage qui viennent se bloquer dans la vis sans fin. Donc voilà, en fait, j'ai vu des endroits où, sur des énormes installations, on brûlait du bois pratiquement, c'était des écorces qui étaient très humides, on va dire. Et plus on va descendre en puissance, plus il faudra que le combustible soit sec et régulier. Quoi. OK. Allez, super, on continue. Donc là, maintenant qu'on comprend un peu plus le bois, là, ses intérêts, ses enjeux, on va parler des systèmes de chauffage au bois. Il y en a différents types. Alors, comment les choisir? D'abord, ça dépend de l'état existant de la maison, du besoin de la maison, de son niveau d'isolation, de sa compacité, de sa forme. Ça va dépendre aussi de l'attendu du confort. Est-ce qu'on veut quelque chose d'automatique, d'indépendant, d'individuel? Et surtout, quel type de chauffage on a actuellement dans la maison? Est-ce qu'on a déjà un chauffage centralisé sur radiateur, sur plancher chauffant? Est-ce qu'on a déjà une vieille cheminée, un vieil appareil à bois? Et en fonction de ça, on a deux solutions qui se dégagent, un chauffage indépendant ou un chauffage centralisé qui peut aussi faire l'eau chaude. Les chauffages indépendants. Donc, il y a le poêle à bûche qu'on connaît, je pense, tous, le classique, le standard. On dit qu'on a un petit peu la charme de la flamme avec ce type d'appareil. On a une indépendance électrique, puisqu'on n'a pas besoin d'électricité pour que ça fonctionne, on n'a besoin de rien. Et on a un combustible qui peut être très, très local. Le rendement est plutôt bon, on est entre 70 et 85%. Par contre, l'autonomie est plutôt courte. Il faut recharger souvent le foyer en bûche. Le deuxième, c'est le poêle à granulés. Là, on va viser un peu plus d'autonomie, puisqu'on a en fait un stockage de granulés juste au-dessus du poêle, et on va pouvoir stocker, avoir une autonomie plus longue. On va pouvoir aussi beaucoup mieux réguler le chauffage, puisqu'on brûle des tout petites quantités de bois, donc on maîtrise bien mieux la puissance. On va notamment pouvoir le programmer à distance avec une application smartphone, par exemple. En revanche, on a besoin d'une alimentation électrique pour que ça fonctionne. Le rendement est un peu meilleur, vu qu'on brûle du granulé et qu'on maîtrise mieux les quantités, on est un peu plus performant. Je ne l'ai pas en image, mais on peut avoir des poêles mixtes, granulés bûches, pour avoir les avantages de chacun des combustibles aussi.
Et le poêle de masse, c'est la même idée qu'un poêle à bûche, sauf qu'on travaille sur les matériaux qui sont autour de l'appareil. Donc, on va essayer d'avoir des fois de la pierre, des fois des céramiques, des fois un mur porteur derrière le poêle. Comme ça, on va pouvoir emmagasiner la chaleur et la rediffuser dans le temps, et donc d'avoir une bonne autonomie de l'appareil. Ça, c'était pour les chauffages indépendants. Pour les chauffages centralisés, on a la chaudière à bûche. C'est un peu les mêmes contraintes que le poêle à bûche, puisqu'on doit continuellement recharger en bûche la chaudière pour chauffer la maison. On peut stocker en revanche les bûches à l'extérieur. Donc si on n'a pas trop de place chez nous, ça peut être intéressant. Et on a des rendements qui sont quand même relativement bons, 80-90%. La chaudière à granulés, peut-être celle-ci, vous connaissez plus. On est là sur quelque chose de beaucoup plus automatique, puisque la chaudière est associée à un stockage, soit sous forme de textile, de gros sacs, en fait, on va dire ici, soit sous forme de silos voilà, en bois ou maçonnés. Et là, la chaudière va aspirer le granulé par une gaine et va brûler le granulé pour faire de l'eau chaude. Donc là, c'est automatique puisqu'on a le stockage. Le stockage, normalement, il est dimensionné pour être autonome sur une année. Mais vous l'avez peut-être deviné, ça prend un petit peu de place, donc il faut dans un sous-sol, un garage, peut-être une pièce technique dédiée vraiment au stockage du granulé. Les rendements sont meilleurs et on peut même aller au-delà de 100% de rendement avec de la chaudière à condensation. Et la chaudière à bois déchiqueté, donc on vous l'a quand même mis, mais c'est plutôt sur l'application grosse, type des fois corps de ferme, chauffage collectif, etc. Où là, on va vraiment brûler des gros volumes de bois et pour chauffer des gros volumes également. Okay. Une fois qu'on connaît les systèmes, qu'on voit un petit peu ce qui existe, on va voir comment arriver à quelque chose d'efficace. Parce qu'il y a des règles à suivre. C'est la combinaison d'avoir un bon combustible, un bon équipement et une bonne exploitation qui fait qu'on arrive à quelque chose de performant et de pertinent sur le bois. On va pouvoir baisser la consommation de bois, la pollution et augmenter la durée de vie de l'appareil si on respecte ces trois clés. Pour la qualité du combustible, ce qu'on va vérifier, ce à quoi on va faire attention, c'est le taux d'humidité. Plus le bois est sec, plus il est efficace, plus il va vous restituer de la chaleur. Donc on a des taux, des seuils à respecter. Pour la bûche, on est à 23% maximum. Et si on peut aller à 20%, c'est mieux. Le granulé, on a 10% maximum. Et pour la plaquette, ça dépend vraiment, ce qu'on dit tout à l'heure, ça dépend vraiment d'où vient le bois, s'il est coupé, il a été coupé récemment ou pas, selon le volume stocké. Mais généralement, on est entre 20 et 40%, donc c'est assez variable en fait. Sinon, on a des petits labels qui existent. Ils sont là. Ils ne sont peut-être pas tous, mais il y en a une bonne partie, je pense. Des labels qui vous garantissent le taux d'humidité du bois dans le cas de votre achat. Et ce qu'on peut dire, pour revenir sur la plaquette forestière, c'est qu'on a en région lyonnaise des réseaux de chaleur qui sont parmi les plus puissants de France. Donc, on en a à la fois, il y avait donc la Vénissieux, on en a un à Vaux-en-Velin, on en a un à la Duchère plus récemment, donc on en a eu un sur Lyon 8e, il me semble. Donc voilà, on est sur des puissances, là on parle de puissances très très importantes et donc qui acceptent un combustible un peu plus humide. Merci. Pour les équipements, alors pour choisir un bon équipement, on a un label aujourd'hui que peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle le label Flamme Verte. Ce label, il va du coup définir un niveau d'exigence à respecter pour le matériel, avec un rendement, un taux d'émission de particules fines, concentration en monoxyde de carbone, et voilà, particules fines, c'est bon. Et donc, ce label va vous permettre d'être sûr d'avoir un appareil qualitatif. On a aujourd'hui un label qui va jusqu'au niveau 7 étoiles et qui a changé dernièrement, on va en parler plus tard. Mais voilà, rassurez-vous, si vous avez un appareil Flamme Verte 7 étoiles, c'est que c'est plutôt un appareil de qualité. Ce n'est pas le seul, le seul signe de qualité. On a des appareils dits équivalents Flamme Verte 7 étoiles qui sont aussi tout aussi bien. Et enfin, l'utilisation. Comme tout bon système, il faut bien l'utiliser pour qu'il fonctionne bien. Le réglage, ça va passer plutôt sur des appareils type chaudière, puisque là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir régler
la température dans la maison avec notamment un thermostat d'ambiance, une sonde extérieure. Le but étant voilà, de se dire, ben voilà, la journée, je ne suis peut-être pas chez moi, la nuit je dors, je peux baisser un petit peu le chauffage et ça va permettre d'optimiser les performances et vos consommations et vos factures. L'allumage, là, c'est plutôt pour ce qui est des appareils à bûche, type poêle ou insert. On connaît tous l'allumage traditionnel où on pose voilà, on met les bûches et on allume par le dessous. Donc ça, tout le monde le connaît, mais on peut aussi allumer par le dessus. Là, on va faire l'inverse, on va mettre les petits bois au-dessus des plus grosses bûches. Et on va d'abord allumer ce petit bois, ce qui va nous permettre de bien assécher le foyer et que le foyer monte bien en température avant de brûler les grosses bûches. Et donc là, on a un rendement qui est bien meilleur, puisqu'on va également pouvoir brûler les fumées de combustion. Donc moins de particules fines derrière et un meilleur rendement de l'appareil. C'est un peu comme une bougie, en fait, on allume par le dessus. Et enfin, l'entretien, très important. Il faut descendrer l'appareil, puisqu'on brûle du bois, donc forcément, on a des cendres. Ça peut aller une fois par semaine à une fois par mois, selon si c'est un poêle ou une chaudière. Le ramonage, donc 2 fois par an. C'est important de le faire une fois avant la saison de chauffe et une fois pendant la saison de chauffe. Et enfin, vérifier l'appareil par un pro de temps en temps, donc une fois par an. Et Sylvain va nous expliquer pourquoi c'est très important de ramoner son poêle à bûche. Alors, quand effectivement on ne le fait pas assez régulièrement, bah, on peut avoir un encrassement du conduit, on peut avoir une formation de suie et effectivement, bah, quand on prend du retard, on peut se retrouver avec des cas de figure comme celui-là où non seulement on a une quantité importante, on va dire, lors du ramonage de suie qui descendent, mais si on regarde la troisième photo sur la droite, ce genre de galette de suie, en fait, est assez caractéristique d'un feu de cheminée. C'est-à-dire que par défaut d'entretien assez régulier, les suies qu'il y avait dans le conduit de cheminée ont pris feu. Et donc, effectivement, ça peut entraîner des dégâts qui peuvent être graves. Et c'est pour ça que la loi impose 2 ramonages par an, dont un en saison de chauffe, et qu'il faut être capable de prouver en fait, qu'on a bien fait faire ce ramonage en cas de sinistre. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. En fait, c'est comme n'importe quel système de chauffage. Un chauffage bois, il faut un minimum d'entretien. Donc, comme tu disais, il faut faire venir un professionnel à peu près une fois par an pour le nettoyage de l'appareil et plutôt 2 fois par an pour les conduits, sachant que un ramoneur qui monte sur le toit, ce n'est pas le cas de tous les ramoneurs, mais normalement, c'est un ramonage qui est plus efficace. Alors, sur le coup du ramonage soi-même, c'est vrai que je ne sais pas si le fait d'avoir la facture pour un hérisson permet de justifier d'un ramonage, je ne suis pas certain. C'est surtout dans le cas où vous avez un souci, je ne vous le souhaite pas, mais s'il y a un souci, qu'il y a un feu dans votre maison, au niveau de votre assurance, ça pourrait être délicat. Si on vous demande une preuve en fait, que vous avez bien entretenu votre appareil et donc une facture d'un entretien par un pro, ça sera beaucoup plus valable, je pense, pour l'assurance. Donc Sylvain, tu peux enchaîner sur les actualités sur la réglementation bois. Alors, c'est vrai qu'on a, ça on a déjà un petit peu parlé, mais on a quelques actus qui pour certains seront peut-être des scoops. Donc, le label Flamme Verte, effectivement, bon, avant on avait du 5 étoiles, du 6 étoiles, du 7 étoiles. Aujourd'hui, les fabricants, en fait, le 7 étoiles est quasiment devenu la norme. Et donc, pour simplifier les choses, Flamme Verte, 7 étoiles est devenu Flamme Verte tout court. Voilà, sachant que c'est Flamme Verte et équivalent, donc on peut avoir des labels qui viennent d'autres pays qui peuvent aussi vous permettre de bénéficier de certaines aides. On en reparlera tout à l'heure. La deuxième actu, c'est qu'on a le gouvernement qui très récemment nous a mis en place une aide sur l'achat de combustible bois, donc qui sera aussi soumis à conditions de ressources. Ça devrait être applicable dès la rentrée prochaine. On a quelque chose aussi d'important qui va être une obligation pour les vendeurs de bois énergie d'afficher un certain nombre de données sur les factures
Donc, les caractéristiques sur le bois, savoir quelle essence c'est, le taux d'humidité et indiquer s'il est prêt à l'emploi ou afficher le temps de séchage. Donc là, ça va me permettre de rebondir sur une question que j'ai vu passer. Quel est le temps de séchage pour la bûche? Dans l'idéal, c'est à peu près 3 ans, sachant que aujourd'hui, du bois qui a 3 ans de séchage, à part du bois étuvé, on va dire qui va être lui, très sec, mais qui ne sera pas en séchage naturel, vous en trouvez quasiment pas. Et c'est vrai que le conseil qu'on donne aux particuliers, c'est éventuellement de se faire livrer par au moins 5 stères et de rajouter un an de séchage dans des bonnes conditions, en pilant bien le bois, en alternant bien le bois, faisant en sorte éventuellement de le surélever en le mettant sur une palette pour que l'air circule dessous, en évitant de mettre une bâche plastique parce que du coup le bois va moisir. Mais voilà, en gros, idéalement, c'est à peu près 3 ans. Et d'ailleurs, on voit que le bois commence à être bien sec quand il commence à fendre. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on a du bois de taille assez importante, de pouvoir déjà, dès qu'on le récupère, le recouper pour qu'il sèche plus rapidement. Donc, sur l'autre point important, c'est qu'en dans un an, un peu moins d'un an, les entreprises qui commercialiseront des lots de moins de 2 mètres cubes, elles auront l'obligation de le vendre prêt à l'emploi, ce qui veut dire en gros 20% d'humidité. Et ça va être, à mon avis, très compliqué pour ces entreprises parce que on nous vend beaucoup de bois qui a séché 1 an et demi en forêt, qu'il faut déjà beaucoup de place pour stocker du bois, qu'on a beaucoup de gens qui passent au chauffage bois et que du coup, ça va être, à mon avis, ça va être un peu une sorte de révolution et ça peut être d'ailleurs important de vérifier l'humidité quand on a une livraison, éventuellement demander au fournisseur à l'humidimètre de nous mesurer l'humidité. Je sais que la personne qui fait l'entretien de mon poêle à bois l'a fait et était effectivement au-delà de ce qui est préconisé. Et c'est important de le faire à cœur, c'est-à-dire de refendre une bûche et de le faire à cœur en différents points pour voir un peu l'humidité moyenne. C'est vrai que dans l'idéal, il faut tendre vers ces 20% d'humidité au niveau des bûches. Et quelque chose qui devrait arriver pour avril 2023, c'est l'interdiction d'installer des foyers ouverts. Bon, c'est évidemment souhaitable, hein, sinon on fait la promotion du chauffage bois, on ne fait pas la promotion du chauffage bois de papy-mamie, hein, même si on aime bien papy-mamie, mais on fait plutôt la promotion du chauffage bois 2.0, comme on va dire, c'est-à-dire des systèmes à haut rendement qui permettent de réduire les émissions de particules fines. Donc voilà, plus un système va être performant, plus un bois va être sec, plus l'appareil aura un bilan, on va dire, proche du nôtre sur la qualité de l'air. Ok, les aides financières maintenant. Alors, il y en a plein, de tout type, de toutes sortes. On va les aborder aujourd'hui, mais on ne va pas rentrer dans le détail. On est à votre disposition par téléphone, par mail pour vous les expliquer dans chaque situation. Mais voilà, on va simplement les aborder aujourd'hui. Il y a une aide nationale qui s'appelle MaPrimeRénov' qui va pouvoir donner une aide de 800 à 11 000 euros selon le type d'équipement et de ressources. Voilà, 11 000 euros, ça va être sur plutôt la chaudière granulée sur des revenus assez modestes. 800 euros, c'est plutôt sur de l'inserbois, sur des revenus un peu plus aisés. Attention, par contre, la MaPrimeRénov' ne finance pas les travaux sur les équipements pour les ménages très aisés, dits classe supérieure. À ça, on peut cumuler un certificat d'économie d'énergie qui va être autour de 50 euros sur un appareil indépendant au bois, type poêle insert, et jusqu'à 4 500 euros pour une chaudière granulée ou biomasse bûche. À ça, on a des aides locales qui s'ajoutent. Sur la métropole de Lyon, on a la Primaire Bois qui vient financer le remplacement, pour le coup uniquement, de poêle à bûche ou d'appareils à bois en fait, datant d'avant 2002 ou de foyers ouverts. On est à 1 000 à 3 000 euros selon les revenus. Et il y a la communauté de communes du Pays de Lauzon qui a aussi mis en place la Primaire Bois de 1 000 à 1 500 euros. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces financements locaux. Et à ça, vous pouvez ajouter l'éco-prêt à taux zéro pour financer votre installation jusqu'à 15 000 euros si on a uniquement le chauffage. La TVA réduite à 5,5% pour les travaux énergétiques. Et l'obligation de passer par un artisan, bien sûr, certifié RGE, reconnu garant de l'environnement, pour bénéficier de toute aide financière. Et Sylvain va nous parler de la Primaire Bois. Mais tout à fait, cher confrère, puisque pour l'avoir touché
il y a à peu près 3-4 ans, j'ai pu en bénéficier. Donc là, cette prime, elle est uniquement réservée aux habitants de la métropole. Donc, beaucoup de gens qui nous suivent du reste du département du Rhône, voire de plus loin, renseignez-vous sur votre territoire s'il existe des dispositifs équivalents. Il faut savoir que généralement, les territoires qui ont mis en place ce genre de dispositifs sont les territoires où effectivement on avait des problèmes de pollution aux particules. Donc Grenoble l'a fait avant Lyon, la vallée de l'Arve l'a fait aussi. Et donc la métropole de Lyon a mis ça en place il y a 4 ans. Donc il faut pour ça habiter l'une des 59 communes de la métropole, être en résidence principale à Chevroux plus de 2 ans. Il faut qu'on remplace un ancien système, donc ça ne va pas sur l'installation. Donc, on remplace soit un foyer ouvert, soit un foyer fermé d'avant 2002, qu'on s'engage à détruire notre ancien appareil de chauffage à bois. Donc, c'est une attestation sur l'honneur. On t'entend un peu de loin, Sylvain, désolé, je t'ai coupé. Et là, ça va mieux. C'est mieux, oui. Donc, il faut qu'on fasse installer un appareil donc flamme verte. Donc j'ai barré le 7 étoiles puisqu'aujourd'hui ça va devenir la norme, flamme verte ou équivalent. Évidemment que ça soit installé par un professionnel RGE. Si on installe soi-même, ça ne va pas marcher. Si on continue, donc le LED qui était au démarrage de 500 €, elle est passée à 1 000 € pour tout le monde. Et l'aide pour les ménages modestes qui était de 1 000 €, après être passée à 2 000, elle est maintenant de 3 000 €. Ça représente à peu près 15 à 20% des dossiers. Elle est cumulable donc avec la prime Rénov et les certificats d'économie d'énergie, comme tu l'as dit. La demande, elle se fait en 2 étapes. Donc, une demande d'éligibilité au dispositif après édition d'un devis et une demande de paiement après achèvement des travaux. Donc, vous avez différentes façons de faire. Et de toute façon, l'ALEC enseigne les particuliers qui sont intéressés dans le cadre de sa mission de conseil aux particuliers. Donc, c'est le même numéro de téléphone que le service France Rénov sur la métropole de Lyon. Et puis, on peut voir ce que ça donne en termes de nombre de dossiers validés. Donc, 2018, ça démarre calmement. Et puis, on voit qu'il y a des pics qui sont notamment liés aux augmentations de la prime. Et on pense que l'objectif qui était de 3 200 remplacements sera atteint donc en septembre 2023 à ce rythme. Donc, cette aide, elle sera donc prolongée l'année prochaine. Après, on verra pour le futur. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une aide qui était dans la logique de réduire les émissions de particules fines. Et avec des systèmes à haut rendement, on arrive parfois à les réduire d'un facteur 30. Et pour finir sur les aides financières locales, on va aussi un petit peu parler du Rhône, donc hors métropole de Lyon. Là, c'est la LTE 69 qui gère. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour plus d'infos. Dans la globalité, il y a un système à points. En fait, c'est en fonction du type de travaux que vous faites, du bouquet de travaux que vous faites, il y a une aide qui va être plus ou moins importante. Et donc, si dans votre bouquet de travaux, il y a du chauffage au bois qui est fait, on va pouvoir du coup de cette manière-là financer ça. Et donc, il y a un système à forfait. Il y a la communauté de communes du Pays de Lauzon donc, qui fait cette prime bois également. Et la communauté de communes Saône-Beaujolais qui verse aussi une aide forfaitaire, mais il me semble que ce n'est pas en remplacement dans ce cas-là. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas, il y a aussi des aides locales hors métropole. N'hésitez pas à contacter la LTE 69 pour qu'ils vous expliquent en fonction de votre territoire s'il y a une aide qui sera donc toujours variable selon les travaux et les revenus du ménage. Et on a fait le tour, on va pouvoir répondre à la deuxième session de questions-réponses. Alors, il y en a quelques-unes, des questions ou des remarques. Je suis en train de remonter le fil de discussion. Tac. Oui, il y en avait pas mal. Alors, on avait pas répondu aux bûchettes reconstituées, là. Plaquettes, oui, des plaquettes. Si on avait répondu, c'est des bois déchiquetés. Un bois déchiqueté. Bûchettes reconstituées, c'est peut-être vous pensez il y a des briquettes reconstituées, c'est vraiment de la fibre de bois compressée un petit peu et ça peut exister. Je crois que c'est quand même assez cher. Ouais. Alors effectivement, on va dire que la bûchette reconstituée, ça sera peut-être plus adapté à un appareil qu'on utilisera occasionnellement, éventuellement dans une résidence secondaire ou vraiment de temps en temps. Ça veut dire que en gros, c'est une sorte de granulé géant
c'est fait à base de sciure, hein, c'est compressé. Donc voilà, c'est un pouvoir calorifique qui sera plus important que celui d'une bûche. Par contre, en prix du kilowattheure, on sera nettement supérieur à une bûche. Donc c'est vrai que pour un chauffage au quotidien, c'est pas forcément adapté. Et on n'a pas de colle, hein, dans ces granulés-là. Hein, ils sont agglomérés par le pressage, sans adjuvant, en fait, et c'est ça qui est important. Alors, poêle à granulés sans électricité. Donc, nous, Oui, c'est vrai qu'on c'est n'a pas beaucoup de retours là-dessus et que quelque part, ça peut être intéressant dans des endroits où il y aurait des coupures, on va dire, mais en fait, on perd l'intérêt du granulé avec électricité qui est la possibilité de le démarrer à distance, qui est le côté automatique, c'est-à-dire limiter la manutention. Et donc, moi qui suis équipé depuis 4 ans, j'ai une application, par exemple, sur mon téléphone qui me permet, quand je ne coupe pas ma box la journée, de pouvoir démarrer mon poêle à distance avant d'entrer du travail. Donc voilà, ça existe. C'est pas beaucoup installé. Ça peut. ensuite la chaudière à bûche a plus d'autonomie que le poêle. Alors oui, sur le papier, oui, ça va vraiment dépendre en fait aussi du niveau d'isolation de votre maison, hein, puisque plus votre maison est isolée, moins on aura besoin de passer de bûche et plus l'autonomie sera variable. Mais l'idée est toujours la même, on va devoir recharger régulièrement en bûche l'appareil, que ce soit un poêle ou une chaudière. Quelle fiabilité pour les poêles chaudières à bûche approvisionnement automatique? Alors là, je connais un petit peu moins. Sylvain, tu connais peut-être? Ouais, c'est vrai qu'on en a un, nous, enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu passer, en tout cas, sur notre territoire. On reste en tout cas en plus classique sur la métropole. Donc, c'est vrai que j'ai pas de retour spécifique là-dessus. Il faut voir les autonomies annoncées par les fabricants. Normalement, c'est souvent dans les fiches techniques, voir un petit peu si ça peut valoir le coup. Et ce que ça peut imposer en termes peut-être de stockage aussi et de manutention. Mm. Le granulé stocké. Ouais, sur la durée du. On peut laisser du granulé stocké dans un silo pendant un an. En fait, si le local où est le silo n'est pas trop humide, normalement, il n'y a pas trop de risques. Alors, il ne faut pas laisser non plus 10 ans pourrir dans un sous-sol. Mais voilà, on peut en fait déjà on peut laisser sur d'une saison de chauffe à une autre, donc quasiment une année, d'un hiver à un autre. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis, sauf si c'est un local où il y a 90% d'humidité. Là, c'est peut-être peu recommandé. Voilà, en fait, c'est vraiment ça en fait qui va jouer, ça va être l'humidité, donc aussi la ventilation, éventuellement avoir si c'est ça dans une cave, éventuellement avoir des absorbeurs d'humidité, choses comme ça pour éviter que le granulé repompe. Alors, à propos des cendres, ça, je suis aussi bien concerné. Que peut-on en faire? Clairement, moi, sur le système que j'ai, qui d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui en fait, j'ai fait le choix de ne pas choisir entre la bûche et le granulé. Donc, moi, j'ai un système mixte. Donc, le granulé pour l'automatisme, la bûche pour le kilowattheure moins cher. Et sur des rendements importants comme ce que je peux avoir sur mon appareil, en fait, les cendres, on est vraiment sur de la fine. Et du coup, même en ayant un tout petit jardin, en fait, la cendre, je la mets à tour de rôle dans le gazon, si je peux appeler ça du gazon, et dans le potager, au pied des arbres fruitiers. Donc voilà, ça représente des quantités qui sont assez faibles. Ça peut être un amendement, ça peut lutter éventuellement contre les mousses aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut recycler en direct, comme les feuilles mortes, comme le gazon, comme pas mal de choses. Voilà, si on n'a pas des quantités énormes, ça peut sans souci se recycler. Alors, est-ce qu'il est possible de prendre une photo lors du ramonage pour garder une trace pour l'assurance? C'est une bonne question. Je pense qu'on a tout intérêt à le faire. Après, c'est vrai que moi, ce que je vous encourage à faire, c'est quand même vérifier auprès de votre assurance que ça passe. Alors, quel contrôle pour les vendeurs de bois? Stéphane a vraiment des doutes. Comment dire? Nous aussi. C'est vrai qu'à la mise en place, ça va créer une révolution, hein, comme disait Sylvain tout à l'heure.
Oui, peut-être que dans les premiers mois, ça sera peut-être pas parfait, mais c'est voilà, une première étape pour augmenter un petit peu tout ce bois. Ouais, disons que en fait, c'est bien d'avoir des lois, on va dire, contraignantes, notamment ce qui est en lien avec la protection de l'environnement, la protection de l'atmosphère. Après, il faut, comme partout, se donner les moyens de faire appliquer ces lois. Et aujourd'hui, on voit que dans un certain nombre de domaines, ça pêche parfois par manque d'effectifs. Donc, on verra ça dans les prochains mois. Mais c'est vrai que ça va être un changement de pratique qui va être important. Alors Alain nous demande s'il suffit d'un seul revenu supérieur dans le foyer pour que l'ensemble des membres du foyer soient privés de subventions. Non, c'est une expérience, c'est vais d'une étude. répondre. Ouais. Je vais répondre. En fait, les subventions dépendent des foyers, des revenus de l'ensemble du foyer. Hein, donc, en effet, si on a une personne qui a des revenus assez importants, si on cumule ses revenus avec ceux des autres occupants et qu'on regarde les barèmes pour 3 personnes, par exemple, si vous êtes 3, en effet, ça peut vous emmener à la classe supérieure et malheureusement vous empêcher d'avoir des aides nationales. Pour ce qui est de Alors, leur validité en 2023, alors là, bon, on peut pas se prononcer, on va dire, tant qu'on n'a pas la loi finance qui a été publiée, qui sera publiée en fin d'année, en fin de cette année. Néanmoins, la tendance va quand même plutôt à maintenir les aides financières, qu'elles soient nationales ou locales. Il y a vraiment cette volonté, je pense, de toutes parts de les maintenir. Donc, il y aura peut-être des évolutions, peut-être un peu à la hausse, peut-être un peu à la baisse. Mais je ne pense pas trop prendre de risque en disant que voilà, une partie sera renouvelée en 2023. tout à fait. Ce que je peux dire en complément, c'est que généralement, on fait donc à peu près 5 webinaires. On t'entend de loin, Sylvain. Euh, Super. Ça va mieux. Donc, on fait habituellement 5 webinaires chaque année et normalement, le premier de l'année est dédié aux aides puisque on va dire qu'on a toujours de la demande sur ce sujet-là, que ça change régulièrement. Et donc, si vous avez reçu l'invitation à ce webinaire, vous recevrez certainement les prochaines et que donc début 2023, en janvier-février, on prévoira un webinaire sur les aides fiscales actualisées. Les C2E sont soumis à des conditions de revenus. Oui, tout à fait, les C2E sont conditionnés aux revenus. Il y a toujours une aide socle pour les C2E, pour le coup. Quels que soient les revenus, il y a toujours une petite aide. Après, en effet, pour des revenus un peu plus légers, on a une aide qui est majorée. Et oui, ils sont soumis à des conditions de revenus dans ce sens-là. Pour les poêles étrangers, alors, eh bien, s'ils sont labellisés Flamme Verte 7 étoiles, ce qui est le cas de certains poêles étrangers, hein, ou qui sont équivalents, bien sûr, ils sont éligibles aux aides financières. Tout à fait. Sachant qu'il y a pas mal de marques qui, effectivement, viennent de ces pays-là. Ouais. Alors, serait-il rentable de faire une installation chaudière granulée à ce jour? Alors, oui. Alors, la première approche, je me répète un peu avec le début de la présentation, mais la première approche, ça va être déjà de faire un maximum d'isolation dans la maison, si ce n'est pas déjà le cas chez vous, pour réduire le besoin de chauffage, que ce soit n'importe quelle énergie, et d'être indépendant ou moins dépendant de l'énergie et de son augmentation, quelle qu'elle soit. Après, si on regardait les prix d'énergie tout à l'heure, le granulé reste compétitif, notamment par rapport à l'électricité. Donc, je prends le cas d'une maison qui est peut-être chauffée avec des radiateurs électriques ou une maison ou même une maison qui est chauffée au gaz. On voit, hein, si le gaz continue d'augmenter et qu'il n'est plus protégé par le bouclier tarifaire, le granulé devient compétitif. Après, ce n'est peut-être pas la seule approche. Ça va dépendre aussi de où est située votre maison. Des fois, dans certains cas où on est en bout de réseau électrique, la solution bois peut être une bonne alternative. Une alternative, je vais y arriver. Mais oui, c'est toujours intéressant, mais il ne faut pas oublier l'approche isolation de sa maison. Voilà. Alors, je ne sais pas si on m'entend mieux sans le casque. Ouais, on t'entend bien, ouais. Donc, bon, alors je remonte sur la question. C'est aussi lié au fait qu'on ait des émetteurs à eau dans le logement. Voilà, c'est assez facile à faire sur du neuf, sur de l'existant, si on est en tout électrique,
type convecteur, etc., c'est moins évident. Mais en tout cas, Pour un poil, ouais, dans ce cas-là. Ouais. voilà, il faut savoir quand même qu'il y a aussi des possibilités d'achat groupé sur le granulé qui permettaient jusqu'à présent d'avoir des prix quasiment jusqu'à 20% de moins que les prix publics. Donc forcément, actuellement, avec la tension du marché, les fabricants qui ont déjà du mal à fournir tout le monde sont sûrement moins intéressés pour fournir ces achats groupés. Mais quand quand on redeviendra normal, ça deviendra intéressant de nouveau. Moi, je connais des gens qui ont des chaudières au granulé sur la métropole et qui se mettent ensemble pour pouvoir bénéficier d'achats groupés, notamment par le groupement d'achat des castors Rhône-Alpes. Peut-être pour compléter sur le granulé, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais on peut aussi se poser la question de est-ce qu'on aura assez de granulés pour chauffer nos maisons. Faut savoir qu'en France, on a quand même beaucoup de surface de forêt et qu'il y a un réel gisement gisement de bois en fait et des granulés du coup qui va avec. Donc voilà, si derrière on a une bonne gestion forestière, vraiment on aura assez de granulés en France, notamment avec la future réglementation sur les maisons neuves qui vont imposer d'aller sur un peu plus de maisons en ossature bois, va donc créer de la demande de bois d'œuvre et donc va aussi créer fatalement du granulé. Donc ouais, j'en ai pas parlé, je voulais juste compléter sur ce point-là. Alors, dépoussiérage du silo, effectivement, enfin, il y a toujours du granulé qui peut se déliter, notamment au moment de la livraison. Donc, effectivement, ça peut être pas mal de prévoir un dépoussiérage de temps en temps. Retour d'expérience sur les poêles à gaz. Je ne sais pas si toi, tu en as. Un poêle à gaz, oui, ça va être, je pense, à peu près la même idée, le même ressenti en termes de confort. Je pense qu'un poêle à bûche, hein, c'est le même type d'appareil. Du coup, après, on est sur du gaz, donc faut voir si cette énergie est adaptée à la maison. Mais oui, pourquoi pas, si par exemple, je sais que des fois dans des appartements, on n'a pas la possibilité d'avoir un poêle à granulés, on ne veut peut-être pas mettre des radiateurs électriques, donc on pourrait mettre un poêle à gaz. Ça dépend de la configuration du logement. Oui, c'est vrai qu'à moins que ce soit du biogaz en l'absence d'émissions, à partir du moment où il y a combustion, c'est quand même peu probable. Après, on n'a pas de webinaire prévu spécifiquement sur ce sujet-là. Par contre, chaque année, on refait un webinaire présentant les différents systèmes de chauffage au bois. Donc, c'est vrai, concernant le gaz, on sera plus sur de la chaudière classique. En gros, on va parler essentiellement de ce qu'on va trouver aujourd'hui sur le marché. Donc, ça, on en trouvait dans les vieux immeubles. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va être amené à se développer, je pense, énormément. Alors, publier la liste des fabricants de poêles mixtes français et étrangers. Je ne suis pas sûr qu'on ait une liste. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fabricants dans leur gamme, ils ont un modèle parce que ça correspond à des usages spécifiques. Je pense en plus qu'avec la problématique actuelle d'augmentation du prix du granulé, c'est très intéressant d'être équipé en mixte. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le fait d'être au granulé permet de démarrer à distance et surtout de monter vite en température. Et la bûche permet, elle, de stabiliser, on va dire, la température. Et donc, on peut utiliser ça le soir, le week-end, tout en payant le kilowattheure moins cher. Surtout qu'il y a des gens qui peuvent avoir des plans aussi pour récupérer du bois par eux-mêmes. Donc, voilà, ça peut être relativement intéressant. Donc, je sais que sur la foire de Lyon, on avait vu un certain nombre de fabricants qui en avaient dans leur gamme. Alors, je ne les ai pas tous en tête et que si j'en dis un ou deux, on va m'accuser de leur faire de De la pub. promotion. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de showrooms, notamment sur la RN6 ou côté d'Ardilly. Il y a pas mal de grandes surfaces de bricolage qui ont aussi des modèles dans ceux qui proposent. Voilà, c'est souvent un modèle dans la gamme, ou deux modèles, mais ça peut être aussi une alternative intéressante. Alors, une remarque sur les C2E. Alors, en quoi consiste l'opération de dépoussiérage du silo? Je pense que
Et surtout sur le niveau du bas du silo. Après, on a les poussières qui s'accumulent en bas. Et comme c'est par là que se fait l'aspiration pour les granulés, je pense que l'idée, c'est d'enlever toutes ces poussières qui ne sont pas idéales, en fait. Ouais, moi, j'ai eu ça à titre, alors sur un poêle, hein, mais on voit bien qu'ils vont démonter la vis sans fin, aller aspirer, enfin voilà, sur une installation plus grosse, c'est le même principe. Alors, des retours sur les poêles four plaques chauffantes. C'est vrai qu'on a aussi, en fait, on a un certain nombre d'appareils bois qui permettent de répondre aussi à d'autres usages, notamment en matière de cuisine. Donc, c'est vrai que nous, sur la métropole de Lyon, on en voit moins. Peut-être que dans les communes un peu plus rurales du reste du Rhône, c'est quelque chose qui est plus développé. Donc, on ne sera peut-être pas sur des rendements aussi importants qu'un appareil qui est dédié que au chauffage bois. Par contre, ça peut permettre effectivement de faire de la cuisine. Bon, voilà, après, il faut, notamment quand on a des enfants, il faut quand même penser à bien sécuriser ça parce qu'on est sur des températures qui sont largement suffisantes pour entraîner des grosses brûlures. Alors, les inserts bouilleurs ou les fourneaux bouilleurs. Alors ça c'est pour faire de l'eau chaude. On peut produire de l'eau chaude. Ça pourrait venir plutôt en appoint pour le coup. En appoint peut-être d'une chaudière gaz, bois, une pompe à chaleur. Où on peut faire un peu d'appoint d'eau chaude avec un bouilleur. Mais je pense que c'est difficilement un système de chauffage à part entière pour alimenter un réseau de radiateurs ou plancher chauffant. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Il y en a peut-être qui vont vous venir plus tard, donc surtout n'hésitez pas à nous solliciter, nous contacter. Il y a notre numéro et nos sites internet respectifs et on reste à votre disposition. Voilà, et sur les sites internet de nos deux structures, vous avez des rubriques agenda. Vous pouvez voir les événements qu'on va organiser dans l'avenir. Donc, on a des formats webinaires, on a des visites de sites, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété. On participe à des foires, des salons, des journées développement durable. On sera d'ailleurs pour l'ALEC samedi à Saint-Genis-Laval sur la foire de la Sainte-Catherine. On a la possibilité aussi sur les deux structures de s'inscrire à nos newsletters pour être un petit peu au courant de nos actualités respectives. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et puis surtout pour aller plus loin dans votre projet, puisque là on a abordé ça de façon un peu générale et on a réussi à peu près à tenir l'horaire prévu, mais vraiment pour du sur-mesure. Voilà, vous appelez le numéro que vous avez là, vous prenez éventuellement rendez-vous avec un conseiller énergie et vous aurez de plus amples informations. En tout cas, merci pour votre attention. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.